Donc, la prochaine conférence est celle d'Éric de Kerkhove qui s'intitule Le message de la transformation numérique. Donc, Derek de Kerkhove est sociologue de l'art. Il a été le directeur du programme McLuhan en culture et technologie de l'Université de Toronto de 1983 à 2008. Pendant près de 25 ans, il a d'ailleurs travaillé avec le théoricien des communications et qui est l'un des fondateurs des études sur les médias, Marshall McLuhan, en tant qu'assistant, traducteur et co-auteur. Parmi ses nombreuses publications, Derek de Kerkhove est l'auteur de l'ouvrage majeur The Skin of Culture en 1995, qui est une collection d'essais sur la nouvelle réalité électronique et qui renouvelle notre compréhension et notre usage des médias. Soulignons également l'ouvrage important Connected Intelligence en 1997 sur les rapports entre les nouveaux médias et la cognition. Ces travaux ont entre autres mis en valeur que l'intelligence cognitive est une spécialisation de la cognition humaine. Derek de Kerkhove a été professeur à la faculté de sociologie de l'Université Federico II à Naples. Il est actuellement professeur à l'Institut Polytechnique de Milan. Parmi ses rôles de direction, nommons celui de directeur de recherche à l'Institut interdisciplinaire sur l'Internet à l'Université ouverte de Catalogne à Barcelone, celui de directeur scientifique du mensuel Media Due Mila, et de l'Osservatorio Tutte Media. Derek de Kerkhove nous présente aujourd'hui la manière dont la transformation numérique gouverne de fond en comble notre héritage alphabétique et comment s'y développe la migration du moi vers notre jumeau numérique. Il interroge comment notre mode de vie désincarné, c'est-à-dire notre apprentissage à penser et à imaginer en dehors de nous-mêmes grâce à l'écran, et ça d'une façon encore plus accrue avec les réseaux, nous remet à notre place dans notre corps alors que nos images se distribuent mondialement en temps réel. Encore une fois, avant de laisser la parole à Derek de Kerkhove, j'aimerais rappeler que le public est invité à écrire les questions à poser aux conférenciers sur le chat du Zoom pendant la présentation et elles vont être posées pendant la période de discussion prévue à 11h30 après les 3 conférences. Je vous cède la parole, M. de Kerkhove. Merci. Merci, Karine. Merci aussi au Consulat de France et à cette magnifique expérience qui me trouble parce que vraiment, je viens d'entendre la conférence de Nicolas Bourriaud c'est comme s'il m'avait précédé, mais alors comme une illustration extraordinaire de ce que j'ai envie de discuter et je vais paraître un petit peu, un peu bébête à côté. Mais quand même, je voulais vous parler de ce que vient de suggérer Karine. Et pour ça, j'avais pensé vous montrer quelque chose, mais on ne me permet pas. L'organisatore, c'est en italien, l'organisateur a déshabilité la participation de l'écran. Alors, est-ce qu'il faut... Ça m'est égal, hein, je peux le faire sans, mais... On va essayer de régler le problème à l'instant. Bon, alors, de toute façon, donc, je commence effectivement par Je est un autre. Ça me passionne depuis très longtemps. La première fois que j'ai lu ça, je me trouvais ça d'une très grande beauté. J'ai appris par après que ce n'était pas aussi original que ça. C'était très inspiré par Taine. Il y avait déjà une époque, à l'époque, on parlait beaucoup de ce genre de transfert d'identité et autre chose. Mais par contre, je trouve que c'est une référence à notre temps qui est extrêmement pertinente, surtout quand on parle de physique quantique. Je suis ravi d'ailleurs que Nicolas en ait déjà parlé. En plus, on partage l'admiration pour Karen Barad. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré dans son travail, extrêmement difficile à propos. Hein. Je ne sais pas comme si j'avais tout compris, mais enfin, j'ai compris assez pour en parler un petit peu ce soir. Ce soir, non, cet après-midi pour moi. Voilà. Et donc, le jeu est en question. Le jeu est en question. Et puis pas mal de temps, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Mais en réalité, le jeu est arrivé. Monsieur de C'est pas Kerkhove, quelque chose. Oui. je ne vais pas vous interrompre, mais le PowerPoint fonctionne. Ah, Le partage d'écran fonctionne. Alors, voilà. Où suis-je là? Je crois que c'est ça. Voilà. On va voir. Ah, oui. Vous voyez quelque chose là? Oui, parfait. Bon, alors je vais essayer de faire la présentation depuis son début. Présentation. Bon,
Ça n'a pas l'air À de gauche, vouloir se mettre en... juste à Oh, gauche, ça va. préprodécision, le premier bouton à gauche, complètement, en haut. Le premier bouton Voilà, Ah, là, voilà, oui, c'est oui, ça. allez, YouTube. Oui, parce que tout a changé sur mon système et donc je me perds très rapidement. Bon, voilà, ça c'est la lettre qui a été envoyée par Rimbaud à Georges Isambard. Ce qui m'intéresse dans cette lettre, autre que Je est un autre, j'ai beaucoup aimé aussi On me pense. Quand j'ai découvert Je est un autre, tout de suite passé à On me pense, donc il y a une relation extrêmement forte entre les deux. L'idée que finalement, ce moi qui est à l'intérieur de nous, il est artificiel d'une certaine manière. Mais la seconde chose la plus importante encore, à mon avis, c'est le dérèglement de tous les sens. Bon, pour lui, c'était une méthode. Pour moi, c'est un avertissement. Le dérèglement de tous les sens est en train de se produire maintenant. Comment l'alphabet a installé le jeu? Bon, ça, j'en ai beaucoup parlé, donc je peux rapidement passer là-dessus. L'écriture a détaché le texte du contexte, et ce n'est pas n'importe quelle écriture, c'est l'alphabétique parce qu'elle représente la parole. En détachant le texte du contexte, a créé une séparation entre on a pu déplacer effectivement le texte de son contexte, détacher aussi le texte du lecteur, parce que dans la parole orale est un échange entre des personnes, était extérieure, mais en même temps, l'oral est attaché à celui qui parle. Détacher le lecteur du contexte, là, on peut voir toute l'histoire de la sécularisation, de la sécularisation des grandes religions justement du texte. La sécularisation qui a fait que finalement, on est arrivé dans cette situation dans laquelle on entre dans un monde catégorique et non plus dans un monde unifié. L'appropriation et la privatisation du langage, chose très importante parce qu'on accumule dans la lecture, et bien sûr avec l'écriture, une quantité extraordinaire de contenu. Et surtout, le plus important, la lecture, pas tout de suite, mais enfin, on découvre peu à peu que les gens commencent à lire en silence. Le fait qu'on lise en silence transforme le langage en pensée, transforme le langage en ensuite quelque chose que l'on peut utiliser. Et à ce moment-là, on peut aussi avoir conscience de ce qu'on est en train de lire et on privatise le soi. Donc le moi dans la culture occidentale est central à partir justement de ce rapport à la lecture. Mais la transformation numérique et aussi la physique quantique remettent en question, d'une part, l'intériorité de la conscience, le fait qu'elle se distribue. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de la panconscience, le panpsychisme, c'est-à-dire que toute la conscience est dans une certaine partie de l'interprétation de la culture de la physique quantique. On dit que la conscience peut aller jusqu'à la molécule, jusqu'à l'atome, une certaine forme de conscience. Bon, je ne pousse pas dans cette direction parce que là, vraiment, je ne pourrais pas prouver. Ce que je peux prouver, par contre, c'est important, c'est que l'extériorisation de nos fonctions cognitives est en train de se produire et c'est un peu inquiétant parce qu'elles sont entrées en nous avec l'alphabet, avec la lecture et d'une certaine manière, certaines ont été perdues à ce moment-là, comme par exemple la mémoire phénoménale que les gens avaient avant d'apprendre à lire, puisqu'ils désormais ils comptaient sur la lecture pour la retrouver. Maintenant, on fait pareil, mais beaucoup plus fort avec notre petit téléphone portable. Et d'une part, il y a l'extériorisation de nos fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va faire de plus en plus confiance à des assistants numériques, à des décisions algorithmiques. Donc, notre jugement lui-même est en train de s'extérioriser, mais en même temps, il s'augmente. Je veux dire qu'il augmente ses possibilités. On n'extériorise pas vraiment la mémoire, c'est son contenu qu'on extériorise, mais on augmente extraordinairement l'accès à ce contenu, et pas seulement l'accès au contenu que nous avons nous-mêmes, mais tous les autres contenus. Transformation numérique, donc, provoque le dérèglement de tous les sens. Et ça, c'est ce que je voulais prendre à Rimbaud, parce que la chose intéressante, c'est que dans tous les sens, celui de la signification, on voit
ce qui arrive à la signification aujourd'hui est extrêmement, à mon avis, inquiétant. Mais en même temps, on comprend pourquoi. Les sens eux-mêmes, la sensorialité, on est en train de changer. On augmente la quantité de sens, on peut voir les choses invisibles. On ne les regarde pas, Nicolas, mais on peut les voir à travers certaines techniques. On peut voir un atome, on peut même le déplacer à partir d'un appareil qui le permet. Et la chose intéressante aussi, c'est que le sens du mot sens, direction, celui-là aussi est changé. Alors, nous entrons dans une crise épistémologique. Premièrement, il y a la désintermédiation du sens. Ça a l'air extraordinaire, mais l'algorithme n'a pas besoin de sens. Si vous traduisez, si vous utilisez Google Translate ou DeepL.com pour traduire un texte dans n'importe quelle langue, je le fais en russe maintenant, je peux à peine le lire alors que je ne le parle pas, il n'y a pas de sens. Le sens n'intervient absolument pas. Le sens n'intervient pas non plus dans la décision capitale du diagnostic du médecin, significative du conseiller financier. Tout ça est en train de ne plus passer par le sens. Alors, c'est quand même extraordinaire de penser que l'humain est en train d'entrer dans une période dans laquelle le sens n'est plus essentiel. Hein? Tous les animaux, tout ce qui vit, même les plantes, parlent. Mais quand elles parlent, elles sont interprétées. Un loup qui crie dans la forêt parle aux autres loups. S'il a peur, s'il a besoin de quelque chose, s'il veut retrouver sa louve, tout ça, ça fait partie d'une interprétation obligatoire du monde animal. Et d'ailleurs, le monde animal, pour ça, doit être, on reviendra là-dessus, parfaitement respecté. La chose absolument extraordinaire aussi, c'est l'absence du référent. Tout le monde a vu le triangle symbiotique, il y a le signifiant, le signifié, puis il y a le référent. Mais maintenant, on l'a bien vu avec Donald Trump et sa tribu, il n'y a plus besoin du référent. Il n'y a besoin que du rapport entre le signifiant et le signifié. Le référent disparaît. Bon, le référent a un statut complexe dans la physique quantique, mais quand même, et on n'aura pas le temps d'en parler. Mais l'absence du référent, c'est quand même assez grave. Je veux dire, maintenant, on n'a plus l'objectivité. Il y a une espèce de séparation entre. Il y avait une séparation que l'alphabet avait constituée entre le subjectif et l'objectif. On y est arrivé avec beaucoup de peine, mais finalement, il y avait ce que je pensais moi, et puis il y avait ce que je voyais du monde, et ces choses-là étaient séparées. Mais cette séparation, elle disparaît dans le discours actuel, mais elle disparaît aussi dans la pensée de la physique quantique, ce qui est intéressant. Il n'y a pas de sens dans les big data, c'est incroyable d'y penser, c'est une source extraordinaire de signification, mais il n'y a pas un sens dans les big data, ni dans les algorithmes. Alors, on dit qu'un jour, on va faire des robots réflexifs qui penseront à eux, qui auront un deuxième degré. Va savoir. C'est pas sûr que ça va arriver, mais enfin, c'est une question. Donc, d'une certaine manière, et on le voit en Chine, beaucoup plus qu'ici, mais on va le trouver aussi ici, l'objectivité se prend refuge dans l'algorithme. C'est l'algorithme qui devient la référence, qui devient le référent. Et c'est donc quelque chose, ça sort de l'humain d'une certaine manière. Ça passe là. Le sens passe plutôt pas le sens, la direction à suivre passe de l'humain à la machine. Alors, sur le plan sensoriel, on passe du point de vue, la culture du point de vue, je suis devant le monde, au point d'être, je suis dans le monde, dans la réalité virtuelle, baigné de toute l'information autour de moi, pénétrant mon écran avec mon curseur, je passe du point de vue au point d'être. Et là, je salue au passage Louise Boisclair, qui a écrit la plus belle chose sur ce livre que j'avais édité avec Christina Miranda, The Point of Being. The Point of Being, qui est un jeu de mots, bien sûr, je vous laisse méditer là-dessus. Mais là où je voulais ajouter quelque chose au sujet de la manière dont se vit, je vais revenir 2 fois sur Nathalie Sarraute parce qu'à mon avis, elle était au courant, je pense, des travaux déjà en 32, 37, donc le livre publié en 37, mais en 1932, elle a écrit Le tropisme. Et là, il faut que je déplace quelque chose qui interrompt ma vue. C'est embêtant, ces systèmes. Ils ont plein de... Voilà. OK. Je vais vous l'expliquer là, la proprioception.
la proprioception, mais je voulais faire deux choses. Et d'abord, je commence pour la question du toucher. On passe du point de vue au point d'être. Le point d'être, c'est le point de départ du corps. Et elle explique des mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience. Ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et ce qu'il est possible de définir. On devrait passer plus de temps là-dessus. Tous les romans de Nathalie Sarraute sont des romans dans lesquels il n'y a pas de jeu. Il n'y a que des expériences d'entités vivantes qui sont situées, à Paris en général, mais il n'y a pas vraiment de jeu. Alors, et troisièmement, donc, direction. Et là, on a beaucoup parlé d'espace et je ne pourrais pas faire mieux que ce que j'ai entendu dire par Nicolas Bourriaud. Sauf que nous vivons quand même dans trois espèces d'espace fondamental, qui est d'une part l'espace physique, d'autre part l'espace mental, et troisièmement l'espace virtuel, numérique, en fait, tout ce qu'on dit. Ce qui m'amuse, c'est que j'ai repris cette expression, l'espèce d'espace de Pérec, et dans lequel il a tous les espaces, y compris l'espace mental, mais pas, évidemment, il est mort avant, il n'a pas parlé de l'espace virtuel. Alors, changer l'espace, le concept d'art global, je vais essayer de lancer en 2012 l'idée de l'art global, parce que j'ai parlé de Philippe Boissonnet, évidemment, parce que Philippe Boissonnet a une sensibilité globale très forte, mais il y avait beaucoup d'artistes à l'époque qui étaient véritablement pertinents. Je pense à Maurice Benayoun, absolument, je pense à Raphaël Lozano-Hemmer, je pense à Ingo Günther. Il y a tas de gens qui ont été des artistes globaux, moi je ne dis pas sans le savoir, mais sans le vouloir, d'une certaine manière. Quand j'ai voulu les mettre ensemble, ils ont dit bon, d'accord, ok. Ils n'ont pas voulu faire un mouvement, bon, c'est pas grave. Mais l'idée, c'était ça. On peut pas vivre dans le même espace aujourd'hui, par exemple, sous l'effet du GPS, non, le geopositioning, la position que l'on... On est en rapport, j'appelle ça la nouvelle Mecque. La Mecque, on regarde vers la Mecque, c'est-à-dire qu'il y a un point fixe auquel on s'adresse dans l'islam. Mais là, nous, on a une Mecque généralisée. Il suffit d'aller dans sa voiture et on a quelque chose qui vous suit et qui sait exactement où vous êtes. Tellement exact que la physique quantique va aider à le rendre encore plus exact selon les recherches que j'ai pu faire là-dessus. Jeu est un autre 2.0. Alors ça, c'est le nouveau. Donc quand j'ai dit le jeu, d'une certaine manière, est mis en question, mais d'autres, et ces fonctions cognitives sont mises en question, mais elles sont augmentées. Et elles sont augmentées par exemple, les assistants numériques. Hein, je pense toujours que ce serait tellement merveilleux si un hacker pouvait justement hijack, non, pirater Alexa. Alexa m'énerve. Tous 5 minutes, oui, je n'en ai pas pour très longtemps. Donc, voilà, Replica, je passe là-dessus, mais rapidement quand même dire que Replica, c'est l'utilisation de tous les échanges qui ont pu avoir lieu sur les écrans entre deux personnes. Une fois qu'une de ces personnes est partie, morte ou a lâché l'autre, on peut reconstituer ce dialogue à partir de cet être qui est un autre à ce moment-là. Bon, qu'est-ce que la physique quantique remet en question? Rapidement, l'homme est le centre autour, c'est pas de moi, ça c'est de Barad. L'homme est le centre autour duquel tourne le monde. L'homme est le soleil, le noyau, le point d'appui, la force unificatrice, la colle qui maintient tout cela ensemble. L'homme est un individu à part entière. Et c'est cette distinction même qui lui confère l'héritage de la distance, un lieu à partir duquel il peut réfléchir sur le monde, son prochain et lui-même. Un individu distinct, unité de toute mesure, la finitude faite chair, sa séparation est la clé. Le représentationnisme, l'individualisme métaphysique et l'humanisme travaillant main dans la main en maintenant cette vision du monde. Ces forces ont une telle emprise sur les schémas de pensée contemporains que même certains des efforts les plus concertés pour échapper à l'emprise de ces forces anthropocentriques ont échoué. Et elle parle alors de la physique quantique, et là il faut que je retire de nouveau tout ce... Est-ce que je peux pas? Voilà, ça c'est disparu, c'est parfait. Donc, pardon. Oula, je suis désolé, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, la philosophie physique de Niels Bohr pose un défi énergique non seulement à la physique et à la métaphysique newtonienne, mais aussi au représentationnisme et aux épistémologies telles que les formes conventionnelles de réalisme et de constructivisme social. Ça, c'est la conception de Keren Barad. Alors, c'est très compliqué.
Karen Barad et aussi ce qui va suivre. Et donc, je ne peux pas affirmer que simplement vous dire ce qu'elles ont dit. La conception de Karen Barad s'est fondée sur l'intrication du tout en tout à travers ce qu'on appelle l'intrication quantique. Être intriqué, ce n'est pas simplement être entremêlé avec un autre, comme dans la jonction d'entités séparées, mais c'est ne pas avoir une existence indépendante et autonome. Ça, c'est fondamental. C'est tout à fait contre le jeu traditionnel. L'existence n'est pas une affaire individuelle. Les individus ne préexistent pas à leurs interactions. Ils émergent plutôt à travers et dans le cadre de leurs relations intra-individuelles et enchevêtrées. Puis après, il y a une image, le Pacifique Nord n'est pas la même chose que l'Atlantique Sud, mais c'est des ondes généralisées qui fait que c'est comme une sorte d'inconscient partagé. Là aussi, je suis obligé de passer parce que j'ai quand même besoin de finir. Alors, l'autre conception, et là, je reviens évidemment à ce que j'ai lu de Nathalie Sarraute, elle est fondée sur l'effondrement, je me suis intéressé aussi d'entendre parler d'effondrement de la part de Nicolas, l'effondrement de l'onde quantique. L'onde quantique, enfin la théorie quantique est fondée sur une différence, une complémentarité entre la particule, qui est à toute fin utile la base de la matière, et l'onde qui n'est pas encore matérialisée. Donc, tout étant en mouvement, tout étant en transformation, il n'y a rien de fixe. Et c'est la base même sur laquelle nous vivons et sur laquelle nous avons l'illusion de réalité, de solidité et tout ça. L'homme quantique est physique, mais pas entièrement matériel, conscient, dans des états superposés plutôt que bien définis, soumis et aussi source de causalité non locale, libre, volontaire. Il est très vivant. En bref, il est un sujet plutôt qu'un objet, et moins un agent qu'une instance d'agencement. Une entité toujours en état de devenir. En outre, cette agentialité est un processus dans lequel et par lequel elle est souveraine. Elle décide de son présent par la manière dont elle s'effondre, la fonction d'onde. Elle décide de son avenir en se projetant dans le temps et en appliquant des corrélations à rebours. Et dans une certaine mesure, elle décide même de son passé. L'idée ici, c'est qu'en réalité, la pensée est une onde quantique, est faite d'ondes quantiques, et c'est là que revient Nathalie Sarraute, c'est au moment de son énoncé qu'elle devient particule. C'est au moment où on parle, hein, c'est une théorie, hein, je ne dis pas que, je ne suis pas sûr que je la suivre complètement, mais les théories, c'est ça, c'est que quand vous parlez, votre parole sort d'une pensée qui est très liquide, comme une onde, et à partir du moment où vous avez pris la décision, et la décision vient de la possibilité de vouloir aussi, vous avez exprimé cette pensée et à ce moment-là, elle devient particule. C'est extraordinaire. C'est une vision de la réalité et de la matière elle-même qui est extraordinaire. Alors, je ne relis pas Nathalie, non, je ne peux pas non plus vous relire tout ça parce que je dois quand même arriver à la fin très rapidement. Changer la base de connaissances, voilà le problème. Hein, il s'agit de l'écologie, il s'agit d'une nouvelle manière d'être. On travaille là-dessus, sur ces questions d'écologie quantique. Selon Frédéric Zaman, les forces classiques sont fondamentalement non coopératives, la physique de Newton, la physique classique, parce qu'elles sont aveugles et mécaniques. Et tout ce qui arrive se produit par l'imposition extérieure de forces qui ne sont pas voulues et sans but. Les forces quantiques, d'autre part, sont potentiellement et souvent vraiment coopératives, parce que tout ce qui se passe se produit par la diffusion mutuelle d'informations entre forces impliquées. Et cette nature coopérative des processus quantiques est due à l'enchevêtrement qui donne à la réalité une dimension holistique totalement étrangère à la vision atomiste classique du monde. Tant que les chercheurs en sciences sociales seront capturés par cette dernière, nous nous attendons à ce que la concurrence et les conflits soient la condition humaine par défaut. Et nous continuerons à être surpris lorsque de vraies personnes confondront notre pessimisme. En revanche, si les spécialistes des sciences sociales devaient adopter la vision du monde quantique, alors au lieu de considérer les êtres humains comme des éléments séparés dans une interaction causale, nous devrions les considérer aussi comme des projections corrélées d'un terrain d'entente. Et là, je termine sur cette image-là. Oui, c'est fini. De nouvelles solidarités, vous en vouliez, on en aura à partir de cette inquiétation. Je reprends l'idée de Nicolas, le respect de la vie animale et végétale fondamental, élargir évidemment, comme il l'a dit, bien au-delà de l'homme, décentrer l'homme justement, c'est ça qu'il faut faire. Parce que tant qu'on le centre, l'homme, on va profiter de la nature, retrouver des valeurs communautaires. Et puis curieusement, je mets ça, le sens de l'honneur, on l'a perdu complètement. Et là, c'est peut-être, il y a deux raisons de l'avoir. Notre intrication d'une part et le fait que nous soyons tellement nus dans la rue, tracés et retracés comme nous le sommes par le système des nouveaux médias. Voilà, je m'arrête ici.